De footballeur professionnel à recruteur en cabinet, puis en entreprise et maintenant chef d'entreprise, j'ai eu quelques vies avant de trouver mon équilibre, ma singularité et de réussir à la placer dans un environnement favorable au développement de mon plein potentiel. Bonjour, je suis Jess Bichet. À travers ce podcast, j'ai envie de vous partager des histoires passionnantes et singulières de celles et ceux qui, comme moi, ont osé s'écouter, ont osé faire des choix audacieux pour trouver leur équilibre. Bienvenue dans un monde hors norme. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hors Normes. Je suis aujourd'hui à Toulouse accompagné de Thibaut Lavielle, fondateur de Katanga. Salut Thibaut. Bonjour. Comment tu vas ? Très bien. Ouais. Super content que vous soyez là et que vous soyez venu visiter l'usine du coup. Ah bah écoute, ravi également effectivement pour ceux qui... on ne le voit pas à l'écran, mais je suis toujours accompagné de Thibaut Leroux, un de mes associés d'Ematea. Effectivement, le bâtiment est dingue. Mais on va en reparler peut-être pour lancer l'épisode justement. Qui es-tu, que fais-tu ? Du coup, je m'appelle Thibaut Lavielle, j'ai 35 ans et du coup, je suis le président de l'atelier Katanga. Et l'atelier Katanga, c'est un atelier de marquage textile qui existe depuis 25 ans. On a fêté nos 25 ans l'année dernière et que moi, j'ai racheté il y a 8 ans. Voilà. Super, merci pour cette présentation. Bref présentation. Mais très claire. Justement, alors pour ceux qui suivent les épisodes d'Hors Normes, on va remonter un peu le fil de ton histoire. Et pour ce faire, j'aime toujours poser cette question qui permet de faire le lien avec ton histoire. Est-ce que tu avais imaginé une seconde au démarrage de ta vie professionnelle être là où tu en es aujourd'hui ? Alors pas du tout. C'est bien, ça m'étonne pas. Je commence à avoir l'habitude que les gens me disent mais non, pas possible. Moi, alors ça fait très longtemps, j'ai toujours voulu être entrepreneur. Depuis le plus lointain que je me rappelle, j'ai commencé par créer une marque de fringues, donc j'étais déjà un petit peu dans la fringue quand j'étais au lycée. C'était une marque d'espadrilles. J'ai créé une marque d'espadrilles avec mon cousin qui s'appelait... T'étais au lycée ? Quand j'étais au lycée, ouais. En première, je crois que c'était en première. Ok. Une marque d'espadrilles. Moi, j'habitais à Dax. Mon cousin s'appelait Pascarel, je m'appelais Lavielle. On a créé Paslave, du coup l'espadrille, et c'était un peu les origines lointaines de Katanga, parce que c'était déjà une espadrille personnalisée sur laquelle on venait mettre un logo du coup de Paslave sur l'espadrille. Et on vendait ça à nos amis, à nos professeurs. Et concrètement, on achetait des espadrilles chez Leclerc, on mettait un logo dessus et on les revendait. Excellent. Voilà. Et quel était l'objectif ? C'était simplement... L'objectif, c'était un premier business, c'était le côté de personnaliser des produits. Okay. Du coup, j'ai trouvé ça très chouette. On avait notre fer à repasser, on achetait du papier transfert à Leclerc avec les espadrilles. On imprimait ça sur nos imprimantes et on venait mettre un transfert comme ça. Excellent. Et ensuite, du coup, je suis rentré en prépa à Bordeaux, ça c'était à Dax. Et en prépa à Bordeaux, prépa du coup commerce, j'ai repris un peu le flambeau de l'entrepreneuriat et du textile parce qu'on a voulu faire des polos personnalisés pour ma classe. Personne ne voulait s'en occuper et moi je me suis occupé de trouver le fournisseur, dessiner le logo. J'aimais bien tout ce qui était Photoshop, la partie dessin. Donc j'ai créé le logo de ma prépa, je l'ai mis sur des polos, j'ai trouvé un fournisseur et du coup j'ai équipé toute ma prépa. Et en prépa, en fait, on postulait à des écoles de commerce, donc je voulais rentrer en école de commerce. Et le principe, c'est qu'on passe des écrits, et ensuite on doit passer des oraux. Et dans les oraux, entretien de personnalité plutôt, on doit expliquer pourquoi on veut rentrer dans cette école, qu'est-ce qu'on veut faire après. C'est la grande question où personne n'en sait rien quand t'es en prépa en général, où ils disent tous qu'ils veulent faire de la finance, faire de l'audit, faire des choses très cadrées. Et moi, je voulais entreprendre. Et en fait, c'était... Là, on est en quelle année ? 2009. 2009, ouais, je pense, je sors de prépa. Alors, tu dis si je me trompe, mais effectivement, 2008-2009, ça correspond en tout cas aux années où les écoles de commerce commencent seulement à sortir des modules entrepreneuriat. Ouais, c'était le tout début. Ouais, c'est le tout début. Ouais. Et concrètement, j'ai choisi mon école parce que c'était la plus avancée sur le côté entrepreneuriat. Ok. C'est quelle école ? Néoma. Qui venait de changer de nom, qui venait de s'appeler Rouen Business School. Okay. Et avant, c'était ESC Rouen, ESC Reims qui ont fusionné. Okay. Donc Rouen Business School qui a fusionné avec ESC Reims et qui a donné Néoma. Et donc moi, je voulais raconter que je voulais créer une boîte et c'était pas top. En fait, les profs de prépa voulaient pas trop que je raconte que je voulais créer une boîte parce que les écoles n'étaient pas encore très prêtes à recruter des entrepreneurs, à former des entrepreneurs.
Et donc, il me demandait comment tu vas justifier ça, en fait. Est-ce que tu as fait un stage? Est-ce que tu as fait quelque chose? Donc, va justifier que tu veux être entrepreneur. Et du coup, j'ai eu l'occasion de rencontrer les frères Charles, qui sont les fondateurs de Cdiscount. Comment je les ai rencontrés? J'ai fait jouer les réseaux. J'avais ma meilleure amie qui était en prépa avec moi, qui avait sa petite sœur qui était en classe avec la fille d'un des fondateurs de Cdiscount. Ok, celle-là elle est pas simple, mais ok. Et donc elle me dit, écoute, je vais nous organiser un rendez-vous, un quart d'heure avec du coup les fondateurs de Cdiscount, qui sont 3 frères à Bordeaux, et on a un rendez-vous. On se pointe du coup avec ma meilleure pote. Et là, en fait, on est reçu du coup par un des fondateurs de Cdiscount, Hervé Charles, puis son deuxième frère arrive, Christophe, puis son troisième frère arrive, Nicolas, et on a passé 1h30 à écouter toute l'histoire de la création de Cdiscount, de toutes les galères qu'ils ont vécues, l'aventure incroyable qu'ils ont vécue, où à l'époque, il y avait déjà 1000 salariés, c'était déjà 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et je sors de là, je sais que je veux être entrepreneur. Je veux exactement vivre le même genre d'aventure. Qu'est-ce qui t'a impacté dans cet échange? C'est le côté aventure déjà. Partir, c'était vraiment moi ce qui me plaisait, c'était le 0 to 1. Tu démarres quelque chose. Ce que je trouvais fascinant, c'était comment ils ont créé. Au début, c'était des CD. Ils ont commencé à acheter des CD en Espagne parce que c'était moins cher que pour ensuite les revendre en France. Ensuite, ils ont ouvert les produits. Ensuite, ils ont eu des problématiques de financement. Ils ont fait rentrer Casino au capital. C'est toute l'histoire du début que j'ai trouvé passionnante. C'est toute cette gymnastique intellectuelle et peut-être de devoir, dans ce que tu dis, de devoir trouver des solutions en permanence, d'être confronté à des problèmes. De gérer de la galère au quotidien. ça te plaisait quoi. Ok. Mais toi et ça, j'ai trouvé juste, t'as une famille d'entrepreneurs? Pas du tout. Mon père est médecin. Ah oui, donc rien à voir. Donc okay. C'est une entreprise, mais c'est pas vraiment entrepreneur. Ouais. Et ma mère est cadre commercial, bosse dans un service achat. Okay. Donc voilà, j'ai ma mère école de commerce, mon père médecin, toute ma famille médecin, pharmacien, plutôt dans la médecine. Et je suis un peu le vilain petit canard à vouloir faire du commerce, mais comme maman finalement. Ah oui, d'accord. Voilà. Et par contre, le côté entrepreneur a pas mal fait peur à mes parents qui voulaient pas mal que je rejoigne un grand groupe, que j'ai un peu une carrière toute tracée dans une boîte avec un peu moins de panique. Une forme de sécurité, quoi. Ouais, une forme de sécurité. Ouais. Toi, t'as grandi où, Thibaut? J'ai grandi à Dax. À Dax. Je suis né à Bordeaux. J'ai fait du coup ensuite toute mon enfance à Dax. Je suis reparti en prépa à Bordeaux. Okay. Et du coup, j'ai quitté Bordeaux pour aller à Rouen, à Neoma. Okay. Pour quitter Bordeaux, que j'avais trop associé à ma prépa. Où j'avais trop travaillé. D'accord. Et du coup, j'arrivais à Rouen où j'étais proche. Déjà, c'était une école que j'ai trouvée hyper jolie, hyper sympa. Il y a un super château au milieu de l'école. La ville est très chouette. Je ne sais pas si tu as déjà été. Oui, il y a 15 ans maintenant, je faisais des recrutements de stagiaires pour mon premier cabinet là-bas. On était allé à Rouen parce qu'on trouvait des étudiants, comme le cabinet était très international, on recrutait d'excellents étudiants d'origine internationale. Ok. Ouais, ça c'était assez cool, ouais. On a fait des super recrutements de profils internationaux en tout cas. Et à Neoma? Ouais. Ok. Ouais, pas à Rouen, on était à Rouen et on faisait les deux, on faisait Reims et Rouen. D'accord. Parce qu'on retrouvait, c'était un cabinet de chasse, petite digression, mais c'était un cabinet de chasse sur de recrutement de profils exé. Donc il nous fallait des profils internationaux et avec déjà certains positionnements, etc. Et on trouvait assez facilement, effectivement, dans cette école? Dans ces écoles-là, ouais. Trop bien. Et donc, moi, je suis tombé un peu amoureux de la ville et l'école, c'était les premiers. Il y avait une association d'entrepreneuriat, il y avait une majeure entrepreneuriat, donc ça m'a donné envie. Donc, j'ai raconté dans tous mes entretiens que je voulais être entrepreneur et ma justification, c'était que j'avais rencontré les frères Charles, les fondateurs de Cdiscount. Ah oui, d'accord. Et ça a fonctionné, du coup? Et ça a très bien fonctionné. Ah ouais, c'était The Argument. Ah ouais. Ouais, c'était The Argument. Ça a vraiment été, à chaque fois, il a essayé de creuser pourquoi il veut être entrepreneur, qu'est-ce qui lui plaît là-dedans. Il a rencontré des entrepreneurs. Après, je lis beaucoup de biographies. J'avais lu biographie de Steve Jobs, biographie de Bill Gates, tout ce qui est les histoires d'entrepreneurs, biographie du fondateur de Nike, etc., que j'adore. Et là, j'avais été un peu plus loin. J'avais rencontré des chouettes entrepreneurs. T'as des avions au-dessus j'entends,
Et du coup, j'étais parti à Rouen aussi pour me rapprocher de Paris, en me disant je vais faire des stages à Paris, je vais bosser peut-être, soit monter une boîte, soit en tout cas aller bosser en start-up à Paris. Et je suis jamais allé bosser à Paris de ma vie. Premier stage, je suis retourné chez Cdiscount. Ok. J'ai recontacté les frères Charles pour aller bosser dans une filiale de Cdiscount qui était dirigée par un des fondateurs, Hervé, et qui faisait que de la création et de la croissance externe, de la création d'entreprises et des rachats d'entreprises, et ensuite qui utilisait le trafic de Cdiscount pour faire naître ces nouvelles sociétés. D'accord. Et en fait, c'est ça aussi qui m'a donné le goût de la reprise, parce que depuis, Katanga, c'est une boîte que j'ai rachetée, et ensuite j'ai re-racheté d'autres boîtes. Et le côté un peu accélération, de pas partir de zéro, de partir d'un actif existant. Et du coup, Hervé, qui est devenu mon mentor, m'appelait Spartacus, l'esclave, mais d'une manière plutôt amicale. L'esclave, Spartacus, c'est l'esclave qui est devenu indépendant à la fin et qui a pris sa liberté. Ouais, qui a pris sa liberté. Et lui, j'étais un peu un acharné de travail, et je bossais beaucoup. Il m'amenait dans toutes les réunions fournisseurs, dans toutes des rendez-vous clients ou même des rendez-vous de rachat potentiel. Et il me présentait un coup comme le responsable achat, un coup comme le responsable SAV, un coup comme plein de choses. Et j'ai énormément appris. Ouais. Ça, c'est incroyable. C'était génial. C'est devenu vraiment mon mentor. Il te prend sous son aile. Ouais, il m'a complètement pris sous son aile. Il te voit avec une volonté gigantesque. Il dit d'entreprendre. Moi, mon discours pendant très longtemps, c'était je veux créer une boîte, mais je sais pas dans quoi. Ça a été. C'est génial, j'adore le slogan. C'est excellent. Et justement, à la fin de ce stage, en 6 mois, on a fait 3 croissances externes. Donc déjà, c'était 6 mois de stage assez incroyable où en 6 mois, en fait, on a racheté 3 boîtes. Et à chaque fois, je prenais des postes de SAV, d'achat, de marketing, de plein de choses. C'était une petite équipe, c'était 10 personnes. Dont le patron était le patron de Cdiscount. Et à la fin de ce stage, il me dit Spartacus, qu'est-ce que tu veux faire après Et je lui dis écoute, moi Hervé, après tes stages, après mon stage que je venais de terminer, je retourne à l'école. Je suis que en première année, c'était mon stage de première année, donc je retourne à l'école. Je pensais que tu allais venir, que tu allais être diplômé, pas du tout. Non, en fait. Non, c'était mon juste stage la première année. Neoma, c'était génial, je sais pas si ça y est toujours, mais première année, tu fais 6 mois de stage. Fin de ta première année, tu as 6 mois de stage, du coup, qui est un long stage. Du coup, en 6 mois, tu as le temps de faire des choses. Et c'était ce premier stage que j'ai fait. Et donc, je lui dis, écoute, je retourne à l'école. J'ai pas eu tout fini. J'ai toujours envie d'entreprendre. Je sais toujours pas dans quoi. J'ai juste vu un marché qui me paraît hyper intéressant. C'est le textile personnalisé pour les étudiants. En fait, dans mon école de commerce, il y a 40 associations. Elles ont toutes des besoins de suites personnalisées avec leur prénom, avec leur logo. Il y a un service administratif qui commande des goodies, des objets, du textile personnalisé. Et en fait, c'est un marché qui est ultra désorganisé, sur lequel il y a beaucoup d'acteurs. Personne ne s'intéresse au marché étudiant, personne ne veut s'en occuper. Les étudiants, les associations sont hyper mécontentes du service qu'elles ont aujourd'hui. Et au niveau des boîtes, personne n'en veut de ce marché puisqu'il est très désorganisé, tout arrive en last minute, tout est ultra urgent, il n'y a pas beaucoup d'argent parce que c'est des étudiants, donc il faut des produits pas chers, il y a beaucoup de risques de SAV, donc c'est un marché où il y a un truc à faire. Et des écoles de commerce, toi, tu vois une vraie opportunité. Moi je vois un truc. Et je lui dis, des écoles de commerce, il y en a 80 en France, il y a 100 universités ou 90, quelque chose comme ça. Il y a pareil en école d'ingénieur, il y a des IUT. Enfin, je lui dis, c'est un marché qui a l'air gigantesque. J'ai fait un truc avant mon stage. L'école venait d'être renommée Rouen Business School et ils nous ont offert un polo affreux. Vert, jaune, bleu, c'était les couleurs de l'école. Vraiment, qu'ils avaient fait sur mesure, qu'ils avaient certainement dû payer très cher. Okay. Et en fait, on reçoit ça, et là, je vois l'échec de communication où personne le met, tout le monde se fout de la gueule de l'école et d'avoir dépensé de l'argent pour faire ce produit hideux. Je crois le soir même, avec un pote, on dessine un sweat bleu marine avec un logo rose fluo, avec marqué I love RBS, comme un peu I love New York, tu vois, le truc basique mais qui marche toujours, en rose fluo sur un sweat bleu, donc hyper claquant. Et je monte une petite boutique en ligne pour vendre le sweat, j'envoie ça à des amis et j'en ai vendu quasiment 1000 en 3 semaines.
1000 1000 à 36 euros le suite. Non. J'ai fait 36 000 euros de chiffre d'affaires en 3 semaines. Et du coup, je raconte ça. Donc, c'était génial comme expérience. Et je raconte ça à Hervé Charles. Et je lui dis, voilà, j'ai fait ça en fait en petite preuve de marché. J'ai fait 36 000 euros de chiffre d'affaires en 3 semaines. Et je pense qu'on peut multiplier ça par le nombre d'écoles. Et ensuite, il y a toutes les assos dont je me suis pas occupé. Il y a un truc à faire. Et voilà, on en reste là, on boit une bière, on trinque, je termine mon stage, je retourne à Rouen. Et en fait, il me rappelle quelques jours plus tard, il me dit, écoute Spartacus, il faut que tu reviennes à Bordeaux. Nous, on a vendu Cdiscount, on pouvait pas te le dire, mais les 6 mois de ton stage, c'était nos 6 derniers mois chez Cdiscount. On était en train de vendre nos 20 derniers % à Casino. Donc, on va créer des boîtes, racheter des boîtes, et ton profil nous intéresse, et surtout, il intéresse mon frère, qui est en train de racheter une usine de personnalisation, et il voudrait te rencontrer pour ton projet de suite étudiant, éventuellement le financer, reviens à Bordeaux. Et donc c'est un peu ça qui m'a mis le nez dans le textile personnalisé. Ah oui, là, les 2 pieds dedans en tout cas. Les 2 pieds dedans. Mais là, ok, mais là tu fais quoi? Donc tu vas à Bordeaux? Donc je reviens à Bordeaux, j'étais en 2e année d'école. Tu termines tes études du coup. Ouais. Je bosse pendant, je pense, 3 mois sur le projet. Donc en gros, l'idée, c'est on va créer une business unit, on va créer une boîte dans la boîte qui va vendre du textile personnalisé aux étudiants. Exactement mon projet. Et on va le faire en intrapreneuriat, enfin je vais le faire en intrapreneuriat, dans sa nouvelle boîte qui a une usine de personnalisation. Ce que je savais pas, c'est que cette usine, elle faisait tout sauf du textile. Elle personnalisait des mugs, elle personnalisait des coques de téléphone, elle personnalisait des toiles, mais il n'y avait aucun savoir-faire textile. Ah mince. C'était une société en France ou C'est une société en France, à Bordeaux. Mais t'as quel statut à ce moment-là? Parce que t'es toujours étudiant? Je suis, au début, je bosse comme ça, pour rien, enfin, même pas indépendant, je facture rien, je bosse sur ce projet. Gratuit. Gratuit, bénévole. Étudiant. Et j'ai un second stage à faire, j'ai une césure à faire après ma 2e année. Donc en fait, pendant l'année, je bosse sur le concept et je viens démarrer ma césure pour lancer cette activité-là, donc en stagiaire. Et je suis stagiaire entrepreneur ou intrapreneur. Je monte la boîte et en fait, au début, c'est 6 mois. Donc là, avec un statut de stagiaire et avec des commissions sur les ventes de ce que je suis en train de développer. Ça se développe très vite, ça marche plutôt bien. On renouvelle 6 mois, du coup, je continue mon alternance. Enfin, je continue mon stage et après l'école m'a autorisé à faire une sorte d'alternance pour continuer ce projet intrapreneurial parce que j'avais toujours pas fini l'école. Et je me suis retrouvé à gérer, je crois qu'on avait une petite quinzaine de salariés, du coup des gens beaucoup plus vieux que moi. Moi, je faisais mes allers-retours post ma césure, c'était super compliqué parce que j'avais mon école à Rouen, la boîte était à Bordeaux. Rouen-Bordeaux, c'est pas génial en termes de train. Et je bossais, je crois, le lundi, mardi, mercredi à Rouen. Et je venais bosser dans la boîte jeudi, vendredi. Et j'ai fait ça pendant 2 ans, du coup, pour finir l'école. Oh là là, incroyable. Et c'était ça commence à remonter, mais c'était sympa. Là, t'as quel âge à ce moment-là? Là, je dois avoir 19-20 ans. Okay. Peut-être 21. Mais alors du coup, J'ai développé ça de 21 à 25 ans. Et du coup, une fois que tu as terminé ton master, qu'est-ce qui se passe? Tu continues? Du coup, j'ai été embauché. Voilà, du coup, attends. Je suis passé de stagiaire. J'ai été embauché. Je suis devenu directeur de cette filiale qui s'appelait School Touch, qui faisait du prêt-à-porter personnalisé pour les étudiants. Okay. Et du coup, je te disais que l'usine n'avait quasiment pas de savoir-faire textile. Ouais. Donc, en fait, notre plus gros problème, c'est qu'on sous-traitait la personnalisation textile à plein d'ateliers. Plein d'ateliers comme Katanga aujourd'hui, partout en France. Et en fait, on avait plein de problèmes. On ne livrait jamais ce que nos clients commandaient. Oui, parce que ce qu'il faut préciser, tu as été embauché à ce moment-là, mais sur quel poste? Sur un poste de directeur de la filiale. Directeur de la marque. J'étais directeur School Touch. Okay. Voilà, c'était cool. Hein. Ah bah, de 21 à 25 ans. Il y a pire comme premier emploi. Il y a pire comme premier emploi, ouais. Et je développais cette business unit comme si c'était une boîte. Donc c'était vraiment une boîte dans la boîte. J'étais complètement autonome. J'avais du coup Christophe Charles comme mentor et directeur. Et on a monté le projet jusqu'à quasiment 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Avec combien de personnes? On est monté, je pense, à 10-15 avec quand même pas mal de stagiaires. Et on avait un pain, c'est on livrait
livrait jamais ce que nos clients commandaient, on livrait jamais les marquages de la bonne couleur, on livrait jamais les marquages dans les bonnes positions, et on faisait, allez, je pense 50% d'insatisfaction client sur toutes les commandes qu'on prenait. Il n'y a rien qui allait, quoi. Il n'y a rien qui allait. Ok. Et pour autant, on faisait de la croissance tous les ans, parce que c'est le côté un peu bizarre, enfin, avantage et inconvénient du marché étudiant, c'est qu'il est absolument pas fidèle. Les équipes changent tous les 6 mois. Et du coup, on change d'interlocuteur tous les 6 mois. Ah, donc il y a un turnover positif pour vous, en fait. Quand t'es mauvais, t'as un turnover positif. Quand t'es bon, t'as un turnover négatif. Et donc là, en tout cas, ça nous permettait de continuer à faire de la croissance, mais c'était ultra pénible. Tu te fais engueuler à longueur de journée. Tu livres, t'as ton client qui t'appelle, qui te dit c'est pas ce que j'ai commandé, il manque des pièces, il manque des tailles, etc. Et en fait, on savait pas sous-traiter. Sous-traiter dans cette activité-là, c'est super compliqué. En fait, tu as 1000 chances de te planter quand tu fais du textile personnalisé. C'est tellement personnalisé, on met des prénoms sur des suites dans certaines couleurs, dans certaines tailles, donc tu peux te planter assez vite. Et en fait, du coup, à sous-traiter, c'est compliqué. D'accord. Et Katanga, j'en viens quand même, c'était mon dernier sous-traitant dans cette aventure. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec, je pense, une quinzaine de boîtes en France, d'ateliers. Comme je les trouvais tous mauvais, je me remettais jamais en question. J'étais un peu... c'est eux qui savent pas produire, c'est eux qui savent pas faire ce que je leur demande de faire. Il y avait un peu d'ego là-dedans, en tout cas de notre équipe. Et on pensait que le problème, c'était les ateliers. Et du coup, on changeait d'atelier. Ce qui est encore pire, parce que tu réapprends à des nouvelles personnes à essayer de travailler avec toi. Donc, c'était pas non plus la bonne idée. Mais en tout cas, on avait aussi tellement de volume de commandes qu'on était obligé de dispatcher un peu dans plusieurs ateliers. C'était un des problèmes. Et du coup, je rencontre Katanga en août de ma dernière année de ce projet. Donc, je pense 2014-2015. Katanga, c'est un énième sous-traitant de School Touch. C'est un petit sérigraphe à Toulouse. Donc, sérigraphe, c'est l'impression textile. On imprime en assez grande quantité sur du textile. Et je les rencontre dans un cadre assez particulier. J'ai vendu 40 commandes de week-end d'intégration. Donc les week-ends d'intégration, c'est tous les étudiants d'une école qui partent en week-end parce qu'ils viennent d'intégrer l'école pour s'intégrer, faire la fête. Et ils ont tous en cadeau un t-shirt, un tote bag, un petit goodies. Donc on a cartonné, on a fait une OP commerciale qui a cartonné. Et on sait absolument pas où est-ce qu'on va produire ça. C'est-à-dire qu'on a les 40 commandes, et c'était notre problème de l'époque. On vend, et on s'occupe du reste après. Et du coup, en fait, je cherche un sous-traitant capable de prendre ces commandes. J'ai pas envie de redonner les commandes à mes sous-traitants qui me ratent toutes mes commandes, donc j'en cherche un nouveau. Et j'ai un de mes fournisseurs qui me conseille Katanga, qui me dit c'est un petit atelier, ils payent pas de mine, ils sont pas très nombreux, mais ils ont un super savoir-faire. Contacte-les de ma part, voilà. Et je me retrouve, je sais plus, c'est début août ou fin juillet, à appeler Katanga, à expliquer, écoute, j'ai entre 30 000 et 40 000 t-shirts à t'envoyer à livrer. Tout doit être livré entre première semaine de septembre et troisième semaine de septembre. Voilà toutes les infos de marquage, de couleurs, etc. Dis-moi qu'est-ce que tu peux prendre, combien de temps prend, etc. Et donc je tombe sur Alain Pellissier, patron de Katanga, qui me rappelle quelques minutes plus tard et qui me dit sur ce dossier, il me manque les quantités par taille, sur ce dossier, il me manque le logo cœur, sur ce dossier, tu me parles d'un logo en 2 couleurs, mais il y en a 3. En fait, il avait étudié chaque commande en détail et il me demandait exactement les infos qui manquaient sur les commandes. Et donc là, je lui réponds sur tout, et je lui dis, mais du coup, vous les prenez, je peux commander le textile? Il me dit, ah oui, on a déjà commencé à préparer les écrans de sérigraphie, on est prêt, quand est-ce qu'on peut recevoir le textile? Et donc, il a tout produit en août, il a tout livré en temps et en heure. On a raté une commande, et j'ai 40 clients qui m'ont appelé pour me remercier. 39 clients qui m'ont appelé, merci, t'as sauvé notre week-end d'intégration, c'est la première fois que ça se passe hyper bien, on va recommander School Touch du coup, et là je m'aperçois, waouh, c'est ça que je veux faire. C'est-à-dire que je veux des clients qui m'appellent pour me remercier. Je veux des clients contents. Mais là tu réalises à ce moment-là, parce que je fais le lien avec ce que tu disais précédemment, que
potentiellement, pendant pas mal de temps, tu ne vérifiais peut-être pas on était naze. Ce que tu envoyais, en fait. On était naze. On était vraiment des gamins qui vendaient et on se démerdera ensuite de la production. Ouais. Et on ne vérifiait pas les infos qu'on envoyait. Et par contre, c'est vrai qu'on avait des ateliers derrière qui s'en foutaient, conscience professionnelle quand même assez proche de zéro, qui produisaient ce qu'ils avaient reçu, sans se dire il manque un logo, quoi. Oui, parce que là vous tombez sur Katanga, donc ce monsieur qui est professionnel, et puis qui t'expose simplement finalement ses contraintes industrielles, parce qu'il faut paramétrer des machines. Pour imprimer le logo que tu veux, il me faut le logo, mon pote. Il faut me l'envoyer, quoi. Pour imprimer en rose, il faut que tu me dises quelle rose c'est pour imprimer des t-shirts SMLXL, il faut que tu me livres des SMLXL. Et voilà. Et du coup, je rappelle Katanga pour lui dire, mais comment t'as fait en fait ? Enfin, je travaille avec des boîtes beaucoup plus grosses que toi. J'ai 15 sous-traitants textiles. Et en fait, t'es le seul à avoir regardé chaque dossier, livré en temps et en heure tous ces dossiers. Et c'est génial, quoi. Bravo, merci, t'as sauvé ma boîte. Enfin, je pense qu'on peut aller très très loin ensemble. Et Alain, du coup... Quand tu dis « t'as sauvé ma boîte » parce que lui est en difficulté ? Alors non, c'est moi qui lui dis « t'as sauvé un peu School Touch ». Projet. L'image de School Touch où j'avais signé 40 commandes, si je les livrais pas, c'était la fin, quoi. C'était là, en termes d'image, je pouvais pas me rétamer plus si je livrais pas les week-ends d'intégration. Donc c'est moi qui lui dis « t'as sauvé ma boîte ». Voilà. Et lui, en fait, est très touché du fait que je le remercie. Il n'avait pas l'habitude, je pense, côté industriel, à prendre des merci. Il prenait plutôt des... C'est quand même un peu dingue, cet univers, quand même. Personne se dit bonjour. Enfin, c'est un peu ça. Personne se dit merci, personne se dit au revoir. Ouais. On s'appelle que quand ça va pas. Exactement. C'est incroyable, cet écosystème. Et c'est vrai que moi, du coup, j'ai tendance, et j'ai prolonger ça chez Katanga, mais à remercier mes partenaires, à remercier mes collaborateurs, et c'est hyper important en fait. T'as beaucoup plus de choses, on te rend beaucoup plus service si t'es sympa avec les gars et si t'es poli et si tu dis merci quand ça va, quoi. Non mais après effectivement, tu l'as expliqué aussi très bien, ce marché finalement où ces sociétés finalement recevaient en permanence très certainement des commandes un peu en vrac d'étudiants last minute. J'imagine ça a contribué sur les années à instaurer finalement cette relation un peu étrange Personne ne voulait s'occuper des commandes d'étudiantes parce qu'en fait elles arrivaient en vrac, il fallait tout corriger, régler les problèmes. Donc ça avait braqué un bon nombre d'acteurs du marché. En fait. Et du coup les gens ne voulaient plus s'en occuper. Donc il y avait un marché, mais encore fallait-il savoir s'en occuper. Ça me fait un peu rire parce que c'est vrai que tu dis avec le temps il y a tout un marché, tu as des clients et tu as des industriels d'un côté qui tout un marché comme ça avec le temps, ils font du biz ensemble. Mais ils se parlent pas. Ils sont pas contents. Ils sont pas contents ni l'un ni l'autre. C'est assez exceptionnel. Et donc Alain, très touché que je le remercie, me dit très vite, moi je vais vous remercier à mon tour parce qu'en fait vous m'avez donné un volume de commandes que d'habitude on produit en 3, 4, 5 mois. Normalement on était censé fermer la boîte en août, on n'a pas de commandes en août, on est resté ouvert, une partie de l'équipe est restée ouverte pour produire ces commandes. Et en fait c'est incroyable à quel point vous savez vendre, vous savez trouver ces marchés que nous on est incapable de trouver. Et nous, comme vous l'avez vu, on sait produire. Par contre, on a des passionnés de production, des passionnés de travail bien fait, de satisfaction client. Donc clairement, on va pas s'arrêter sur il y a un problème dans la commande. En fait, on va tout de suite en parler, alerter pour ensemble satisfaire le client. Ça, c'est génial. Une belle rencontre entre deal maker et producteur, quoi. Ouais. Et du coup, il me propose, mais je m'y attendais pas du tout. Est-ce que ça vous intéresserait pas qu'on s'associe ou est-ce que vous auriez pas envie de reprendre l'entreprise parce que nous, en toute transparence, l'entreprise est en difficulté. On n'arrive pas à remplir l'usine. L'entreprise va mal, ça perd de l'argent. Vous avez l'air d'avoir une super activité commerciale. Voilà. Moi, j'étais pas du tout dans cette optique-là. J'étais sur développer une boîte sans machine, très Startup Nation, avec que des commerciaux, des graphistes et des chouettes bureaux à Bordeaux. Okay. Mais je m'intéresse au truc. Je dis, attends, pourquoi en fait quelqu'un qui sait produire, qui est hyper bon techniquement, il s'en sort pas. Pourquoi en fait la boîte elle va mal, c'est quoi le concept, comment tu calcules ton prix de sérigraphie, pourquoi tu gagnes pas d'argent aujourd'hui, c'est quoi tes charges fixes. En fait je passe je pense 1h30 en entretien avec lui pour comprendre comment est construite la boîte.
Et je raccroche, j'appelle Christophe Charles, du coup mon mentor et patron de l'époque, et je lui dis, écoute, il vient de m'arriver un truc incroyable. Déjà, j'ai 40 clients qui m'ont appelé pour me remercier. C'est génial, c'est ça que je veux faire dans ma vie, je veux satisfaire des clients. Et la personne qui a permis ça, c'est Alain Pellissier, patron d'une toute petite entreprise à Toulouse, un tout petit atelier de marquage textile, qui paye pas de mine, et en fait ils savent hyper bien produire, et par contre ils ont des lacunes en vente et en développement commercial. Et je pense, il veut qu'on les rachète, et je pense qu'il faut qu'on les rachète, c'est la brique qui nous manque pour exploser les compteurs sur School Touch, pour se développer. En fait, je lui dis, t'es content de la croissance qu'on a fait, on s'est hyper bien développé, mais en fait, c'est fini. C'est-à-dire qu'on a touché notre plafond de verre, on ne pourra plus aller plus haut, on fait trop d'insatisfaction client, nos commerciaux sont morts, ils sont tous en pseudo-burn-out, moi je vais faire un burn-out dans les 2 mois, j'en peux plus de me faire engueuler, il faut qu'on change ça. Si on change pas ça, franchement, je me barre, je vais faire autre chose, mais j'arrête. Est-ce que ça t'intéresse de racheter cette boîte avec moi, sachant on devait faire School Touch ensemble, c'est devenu un projet d'intrapreneuriat, j'ai pas de part dedans, j'en aurai jamais. Moi, j'ai envie de prendre plus de risques que ça, j'ai envie d'un projet à moi. C'est une nouvelle opportunité de racheter cette boîte ensemble. Et il me dit, fonce, on rachète ensemble, c'est quelqu'un qui est très cash, vas-y, renseigne-toi sur le deal, et on reprend la boîte ensemble. Et 6 mois plus tard, il m'a planté. Il n'avait pas venu racheter avec moi parce qu'il était en train de vendre son nouveau groupe à Carrefour, dont la partie que j'avais créée, School Touch. Ouais. Et du coup, en fait, il me dit, je vais pas racheter avec toi. De un, parce que ça va un peu bordéliser le deal que je suis en train de faire avec Carrefour. Donc, je peux pas. Et ensuite, t'as pas besoin de moi. C'est-à-dire, Spartacus, t'as bien grandi. Aujourd'hui, tu sais vendre, ils savent produire. T'as pas besoin d'un investisseur, t'as besoin d'une banque. Vas-y, racheter tout seul. Et là, on parle de combien ? De combien de quoi ? À mettre sur la table pour acheter Katanga. Alors, je communique pas sur le prix. Ah, d'accord, pardon. Mais on parle d'argent que j'ai pas du tout. Là, on parle de plusieurs millions. De quoi ? On parle de quoi ? De plusieurs centaines de milliers. Plusieurs centaines de millions. De milliers et milliers. De milliers, ouais. Mais alors du coup, c'est quand même toi la douche froide. Enfin, moi, c'est la douche froide. Ouais. C'est que ça fait 6 mois qu'on est censé racheter la boîte ensemble. La boîte Katanga va pas bien. Elle est en difficulté. J'essaie de me mettre en situation. Toi, tu as identifié... Enfin, là tous les feux sont ouverts. Tu connais le marché, tu as identifié la boîte qui te permet... Katanga qui te permet de développer l'activité que tu essores quand même depuis 2-3 ans avec School Touch. Tu viens de faire un super meeting d'1h30 avec le patron de Katanga. Tu te retournes vers ton mentor qui, lui, pour le coup, a les fonds, a ces fameux centaines de milliers d'euros. Et là, il te dit oui. Ouais. Et quelques mois après, plus tard, il me dit non. Il te dit non. Ouais. Et il me dit, va voir une banque. Et c'était le seul truc que j'avais pas prévu de faire dans ce rachat, parce que c'est impossible, enfin où je croyais que c'était impossible, de racheter une boîte en difficulté qui perd de l'argent dans l'industrie. On est en 2016, l'industrie, personne n'en parle. Tu vois, aujourd'hui on parle beaucoup de Made in France, de réindustrialisation, c'est beaucoup plus cool. Mais à l'époque, en fait, tous les banquiers que je vais voir me disent fais pas ça en fait, pour ton bien-être, ne rachète pas cette boîte, n'y va pas, tu vas te planter et du coup tu vas jamais nous rembourser, nous on ne te prête pas d'argent, voilà. Et donc je me suis pris 12 noms. J'ai 12 banques qui ont dit non. Et j'avais fait une belle presse, un beau PowerPoint, j'allais les voir, je leur sympa le roadshow là. Je leur expliquais ça, voilà, ils savent produire, je sais vendre, j'ai prouvé que je savais vendre. Ils me disent ouais mais t'es mignon, t'es en école de commerce, tu sais vendre, là tu parles de gérer de l'industrie, des machines, des humains, j'imagine. Des humains, des ouvriers, enfin c'est pas du tout la même chose, tu vas te planter, enfin tu vas pas y arriver. Et du coup j'ai mis 9 mois, une grossesse, à trouver une banque qui dise oui. Et en fait, pendant ces 9 mois, le patron de Katanga, qui est quelqu'un de très résilient, tu vois, il avait pris on va racheter, puis on va plus racheter, je peux plus racheter, j'ai pas les fonds, faut que je trouve une banque. Il m'a dit en fait, tu vas y arriver. C'est quelqu'un qui m'a donné
ultra confiance en moi. Il était cheer up à ce moment-là, quoi. Il m'a dit, en fait, c'est toi, ça sera personne d'autre. Il faut que tu y arrives. Si tu n'y arrives pas, on pliera la boîte, mais tu dois y arriver. Tu dois racheter cette entreprise. Est-ce qu'on peut parler d'un deuxième mentor à ce moment-là? En tout cas, une aide. Ouais, carrément. Ouais. En tout cas, en motivation, je l'appelais à chaque fois que je me prenais un nom dans la gueule. Non, on a créé une super relation. En fait, j'étais encore à Bordeaux à ce moment-là. Je venais toutes les semaines à Toulouse et il m'avait concrètement quasiment confié les clés de la boîte. Je rencontrais toute l'équipe, je m'entendais super bien avec l'équipe et je faisais donc toujours bénévolement, un peu comme le début de School Touch, je faisais ce que je sais faire, c'est vendre pour remplir l'atelier, pour que la boîte tienne le coup jusqu'à que je sois en mesure de la racheter. Et ce qui a fait que j'ai réussi à la racheter et à trouver une 13e banque qui a dit oui, c'est qu'en fait, dans les 9 mois qui se sont écoulés, je vendais et je créais un carnet de commandes de la boîte où en fait, quand je l'ai racheté, la situation, c'était plus du tout la même. Quand je me suis intéressé au rachat, Katanga, c'est 600 000 euros de chiffre d'affaires, 6 salariés, 200 000 euros de pertes. 100 000 euros de découvert en banque. Oh là là. Et un courrier de la banque qui dit vous avez 3 mois pour rembourser, sinon on met la boîte en liquidation. On dénonce les découverts et on met la boîte en liquidation. Moi, c'était impossible que je trouve un financement en 3 mois. Donc en fait, ces chiffres-là, ils sont dingues. Toi, quand ton mentor te dit non, je ne vais pas racheter avec toi, tu as quand même cette réalité économique face à toi. Pourquoi tu décides d'aller au combat? Tu vois, je sais pas si je le referais. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Parce que là, t'es un peu les restes, quand même. Je me suis trouvé très couillu sur le coup. Ouais, il y a beaucoup de culot là, et puis beaucoup d'envie, beaucoup de. Enfin, il y a quoi? Qu'est-ce qui te porte? En fait, il y avait un vrai projet entrepreneurial derrière. Ouais, et juste, je reviens aussi à tes parents qui préféraient que tu ailles dans une grande entreprise. Je ne sais pas si tu as expliqué à ce moment-là la feuille de route à tes parents. Si. Mes parents m'ont prêté un peu d'argent pour que je fasse de l'apport en compte courant sur le rachat et que j'ai un plus gros apport pour réussir à lever un financement. Tes parents, ils ont pivoté déjà. Ils y croyaient. Ils croyaient en moi. Ils croyaient en toi. Ouais. Ça, c'est top. Non, mais mentalement, c'est chouette. Ouais. Non, c'est très chouette. Mais pourquoi j'y suis allé? Parce que j'avais trouvé l'équipe incroyable. En fait, j'ai trouvé 6 salariés qui étaient passionnés par ce qu'ils faisaient, qui adoraient livrer en temps et en heure et satisfaire les clients, et en fait, qui avaient envie de sauver la boîte. Et en fait, ça, quand tu trouves ce type d'équipe, déjà, t'as l'impression que la boîte, elle est déjà redressée. C'est qu'il leur manque juste un peu l'étincelle, le guide qui va leur trouver des opportunités de marché. Et ça, en fait, j'avais pas peur de moi. J'avais confiance en moi sur ma capacité à trouver des marchés. En fait, si t'es très terre à terre, le problème de Katanga à l'époque, c'était on ne couvre pas nos charges fixes. Point. Mais sur une boîte de 6 salariés avec un local, tu vois, t'es à Toulouse, t'es pas à Paris, en fait, les charges fixes, elles sont assez basses. Ouais. Donc, le problème de la boîte, c'était on est en décroissance tous les ans, on ne couvre plus nos charges fixes. Par contre, on a une capacité de production qui est bien supérieure à ce qu'on vend aujourd'hui. C'était une boîte qui avait la capacité de fabriquer, peut-être 3-4 000 t-shirts par jour, d'imprimer 3-4 000 t-shirts par jour, et ils en vendaient 300-400. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, moi, qu'est-ce que je vois? Je vois une boîte où j'ai la capacité théorique de faire x10 en termes de volume que je vais intégrer dans la boîte, tout en gardant le même parc machine et avec une équipe qu'on va certes faire grossir, mais c'est une activité de production, donc avec des marges de production assez importantes. Ouais. Et je vois le point d'équilibre assez, en fait, pas très très loin. Donc oui, le tableau, il est dégueulasse, personne veut y aller, sauf que moi, je vois des gens qui savent produire, moi, je sais vendre, ou en tout cas, je vais trouver des gens qui vont m'aider à développer la boîte commercialement, et ça allait marcher, quoi. C'est incroyable. Est-ce que ton mentor de Cdiscount, est-ce que j'imagine que tu es passé par toutes les émotions? Est-ce que tu en as ça crée un froid. Ça crée un froid qui est complètement passé à autre chose. Après, il m'a laissé vachement libre pour mener ce projet. Tu vois, quand je te disais, j'allais la moitié de la semaine à Toulouse, j'étais toujours salarié de la boîte. J'allais une partie de la semaine bosser sur Katanga, la boîte que j'allais racheter, tout en étant encore payé sur l'ancienne boîte. Donc, tu vois, il a été très cool sur l'accompagnement du rachat.
Et je suis assez vite passé sur le petit coup de pied au derrière, sympa, très paternaliste de t'as pas besoin de moi en fait, rachète tout seul, t'as besoin d'une banque. Et aujourd'hui, je suis toujours à la tête de Katanga, j'ai toujours 100% des parts de la boîte et s'il m'avait pas mis ce coup de pied au derrière, j'en serais pas là quoi. Ouais. Donc, donc j'ai pivoté. Ouais. En tout cas, ok. En tout cas, il aurait peut-être. Non, mais je pense qu'effectivement, en t'écoutant, il était beaucoup plus sûr de toi que tu ne l'étais peut-être à l'époque. Ouais, je pense. Ou en tout cas, vu la relation que tu expliques avoir eu, en tout cas, ou peut-être encore avoir avec cette personne, il aurait peut-être pas juste dit non et peut-être trouvé une solution peut-être alternative. Mais là, il te dit non, vas-y. Je pense qu'il est à ce moment-là. J'y vais pas avec toi. Ok, mais en tout cas, je pense qu'il sereinement, il sait que tu es capable de le faire. Ouais, bah, je sais pas, je suis pas dans sa tête. Mais, en tout cas, ça donne cette impression. Et quand on t'écoute, et vu la volonté que tu y mets depuis le lycée, finalement, tu te retrouves face à ce projet. Alors, c'est marrant parce que quand tu parlais de tes premiers essais au lycée, etc., je voulais être entrepreneur, je sais pas comment, mais en tout cas, je voulais être entrepreneur, etc. C'est assez émouvant la façon dont on parle de se dire, tiens, ça y est, je suis devant un projet, il fait pas d'argent, mais alors On peut en faire. Non, mais tu racontes surtout les gens, la rencontre. Ah ouais. Mais Katanga, c'est incroyable. C'est la rencontre qui a tout fait. Enfin, c'est déjà en tant que prestataire, j'avais hyper confiance en eux parce que ils ont produit en temps et en heure tout ce que je leur apportais. Donc en fait, quand tu te mets à avoir confiance dans l'atelier qui produit, commercialement, tu deviens hyper puissant. C'est-à-dire que tu as hyper confiance dans ton discours, dans ce que tu proposes aux clients, parce que tu sais que derrière, la prod va assurer. C'est marrant, alors excuse-moi, je suis ancien footballeur, donc forcément je fais une analogie, mais effectivement, quand tu es sûr de ta défense, ton gardien de but, et que tu peux... T'es plus serein. T'es quand même plus serein, que de prendre 10-0, effectivement, en tout cas, t'es moins serein. Effectivement, là, t'avais une défense solide, quoi. Et du coup, le rachat de Katanga, c'est se dire, en fait, on va créer ça. Je repars à la base. C'est-à-dire que je sais vendre et je suis conscient que je sais vendre et développer du business. Ça, c'est pas très compliqué. Par contre, aujourd'hui, je sais pas produire. Donc, en fait, je vais aller en espèce de retour à l'école. Je vais apprendre à produire. J'ai passé les 2 premières années de Katanga, j'étais à 6 heures dans l'usine et je fermais l'usine à 22 heures, quoi. Je me suis passionné pour les machines, je me suis passionné pour l'équipe, comprendre comment était le process de production. Et par contre, je suis pas parti de zéro. C'est-à-dire que j'ai repris une boîte qui avait des process, qui avait de la capacité à avoir livré en temps et en heure. Et en fait, je trouve que c'est plus facile que de partir de zéro. Donc tu vois, je te disais, j'ai toujours voulu être entrepreneur. Et en fait, j'ai jamais été entrepreneur. J'ai d'abord fait de l'intrapreneuriat et ensuite je suis devenu repreneur d'entreprise. Mais c'est une forme d'entrepreneuriat, mais j'ai jamais créé de zéro quelque chose. Je l'ai fait sur plein de projets chez Katanga, mais... Ok. Ouais, alors ça c'est une autre peut-être discussion effectivement à avoir. Qu'est-ce qu'un entrepreneur ? Est-ce que c'est faire un truc de zéro, pas de zéro ? Un entrepreneur, c'est avant tout, je pense, un mindset. C'est quelqu'un qui essaie de solutionner... Qui aime bien résoudre des problèmes. et tu l'exprimes tellement bien. De cette passion pour l'autre. Enfin, moi, c'est comme ça que je le prends. Je sais pas comment ceux qui nous écouteront prendront ce que tu racontes. Mais en tout cas, moi qui suis en face de toi et puis dans tes locaux... flambant neuf, magnifique, vraiment c'est une expérience de venir chez Katanga, c'est assez génial. Merci. Ah non, vraiment je le pense, c'est vraiment cool. Avec Thibaut, mon associé, là on est dans le showroom. Ceux qui regarderont l'épisode sur YouTube, en tout cas on touche à tout. En fait, on est comme un enfant dans un magasin de jouets. C'est vrai que quand on fait venir des clients, c'est un peu Walt Disney. Ah ouais, c'est un peu Walt Disney. T'as les produits, t'as les machines, c'est assez chouette. C'est vraiment excellent. Et en t'écoutant, en tout cas, tu me provoques cette émotion. C'est-à-dire, quand en début d'épisode, tu me dis, j'ai toujours voulu entreprendre, j'ai presque envie de te dire que tu as voulu prendre part à quelque chose de plus grand que toi, et tu l'as fait, et la vie t'a emmené
face à cette situation. C'est des rencontres à chaque fois. Et... Tu vois, c'est les frères Charles, puis le textile, puis des problèmes de je sais pas produire. Et je rencontre un sous-traitant qui est top. Et il s'avère que lui, il va mal, qu'il a un problème, c'est que lui, il remplit pas son atelier, mais par contre, il a une qualité, c'est qu'il sait produire. Et moi, je sais vendre et je sais pas produire. Et c'est une bête de rencontre. Ah, c'est une bête de rencontre et toi, de manière intrinsèque, c'est presque toi qui vas chercher, je dirais, inconsciemment cette situation. Et toi, par contre, de ce que j'entends, tu as une capacité de rebond et surtout d'identifier l'opportunité et à la saisir qui est assez exceptionnelle. Ouais. Tu vois, tu aurais pu passer à côté de plein de trucs. C'était pas sexy. Non, mais tu vois, il y a eu plein de... Enfin, depuis le départ, tu vois, on sent que c'est embryonnaire. Tu essaies de rencontrer des entrepreneurs, tu rencontres ces personnes de ces discounts, puis ça évolue, et puis tu identifies un marché. Et si tu veux, on pourrait raconter la même histoire, mais à chaque fois on dit, bah tiens, il change de braquet. La partie où tu racontes l'école de commerce qui a fait mauvaise campagne, tu aurais pu ne jamais rebondir, tu vois, mais tu l'as fait. Tu aurais pu ne pas être au marquage à la culotte, entre guillemets, de ton mentor de ces discounts. Tu l'as fait. Et la belle histoire, effectivement, la belle rencontre avec le fondateur de Catamaran. Enfin, tu as une capacité à saisir l'opportunité et à regarder la situation de manière différente, de manière positive. On va prendre un peu de recul. Qui est exceptionnelle. Qui est, en tout cas, qui t'a apporté... Merci. Je te le dis comme tu me le donnes, enfin, comme je le ressens. Voilà. Donc, je te le partage. Et alors... Moi, j'aimerais quand même une question par rapport à ce fameux 13e banquier qui te dit oui. Qu'est-ce qui l'a convaincu ? Plusieurs choses. Déjà, en fait, j'y vais pas tout seul. Et c'est un peu mon autre force, enfin en tout cas ce que j'en ai fait une force depuis, c'est être très bien accompagné. Et en fait, quand je prends quand même des coups, je fais un banquier, deux banquiers, trois banquiers, je commence à me dire, il y a un problème en fait, j'ai pas le bon discours, j'ai pas la bonne presse, j'ai pas le bon BP, il y a un truc qui va pas dans ce que je raconte. Et je rencontre, toujours par réseau, toujours grâce à ces discounts, une super avocate d'affaires, beaucoup trop capée pour mon petit projet, tu vois, beaucoup trop high level pour mon petit projet de rachat d'entreprise. Et qui, je pense, il y a un peu d'affect qui se crée aussi. En fait, elle veut m'accompagner. Donc, elle me crée le montage. Pourquoi les banquiers disaient non, c'est qu'on voulait racheter l'entreprise, donc les parts sociales. C'était une entreprise qui perdait de l'argent avec des capitaux propres négatifs. Donc, ça rentre un peu dans le détail, mais du coup, c'est infinançable quasiment. Les banques détestent financer ça parce qu'il y a beaucoup de risques. Et du coup, elle m'a changé le schéma du rachat. On a créé une société neuve, on a racheté le fonds de commerce. Donc, en gros, on a choisi ce qu'on rachetait. Opérationnellement, ça change rien. C'est-à-dire qu'on a racheté toutes les machines, on a repris tous les contrats des salariés, on a repris tous les contrats fournisseurs, on a repris tous les contrats clients, mais on part d'une boîte neuve. Donc pour un banquier, en fait, on finance une création d'entreprise. Ah oui, d'accord. Le paradigme n'est pas le même. Non, c'est pas le même. T'es pas en train de financer un rachat d'une entreprise qui perd de l'argent et qui est à 2 doigts de la liquidation. C'est hyper intéressant. Tu finances un entrepreneur qui va racheter un fonds de commerce pour accélérer. Et c'est un système un peu plus LBO en termes de... en fait, tu crées une boîte de zéro, donc déjà, tu vois, il y a du capitaux propre, il y a un peu de capital qui est mis, il y a un peu de trésor, t'es pas en trésor négatif, et tu vas racheter un actif qui est un outil de production, et tu vas le racheter pas trop cher parce qu'il a de la vétusté, donc tu vois, tu valorises finalement quelque chose qui vaut plus d'argent si tu l'achètes neuf, tu vois, si tu dis je suis un entrepreneur, je crée une boîte, j'achète tout de suite toutes les machines, en fait c'est beaucoup plus cher que si je dis je rachète ces machines-là. Et ensuite tu récupères des clients, tu récupères une équipe commerciale et du coup c'est pas le même paradigme. Du coup il y a un effet de levier dans la tête du banquier. Ouais, il y a un truc moins risqué. Voilà. Et ensuite, cette avocate, donc qui m'aide à faire ce schéma, me dit il y a un problème dans ton BP, je vais te faire rencontrer un expert comptable. J'avais un expert comptable, tu vas changer d'expert comptable, enfin en tout cas je vais te présenter quelqu'un. Pareil, un super expert comptable qui m'accompagne toujours aujourd'hui, qui pareil me prend un peu par la main, il y a un peu d'affect qui se crée et m'aide, me fait le BP. Et entre-temps, je me reprends des portes. Je prends la 8e porte, la 9e porte, la 10e porte, malgré le nouveau schéma, tu vois, on n'y est pas encore. Et le 13e banquier, ils y vont avec moi.
C'est le comptable et l'avocate qui vont avec moi. Alors, je sais plus si les deux étaient là, mais en tout cas, il y en avait un des deux qui était là. Et en fait, on prend rendez-vous non pas avec le conseiller de base que tu peux avoir quand, salut, je suis un entrepreneur, j'ai envie de lever une petite dette pour faire un projet. On rencontre, grâce à mon expert comptable, le directeur d'une agence. Donc, on a un rendez-vous avec le directeur, donc quelqu'un qui a beaucoup plus de pouvoir décisionnaire. Et l'idée, c'est, comme j'ai l'expert comptable et l'avocate à côté, c'est le petit jeune, là, il a un projet, on y croit, et nous, on va s'assurer que côté des chiffres, ça marche, ça c'est le comptable, et côté juridique, il est en train de racheter une boîte, et on va s'assurer qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de loup, que le rachat va bien se passer. Et donc, du coup, on est rassurant. Ça, c'est le côté réseau, tu vois, j'y vais pas tout seul. D'accord. Et le dernier point de pourquoi il dit oui, ce 13e banquier, il est quand même pas plus risqueur que les autres, c'est que ça fait 9 mois que je suis en train de quasi gérer la boîte. D'accord. Et en fait, je lui amène le carnet de commandes et je lui montre, aujourd'hui, on n'est plus à 600 000 euros de chiffre d'affaires, 200 000 euros de pertes. On est quasiment à 1 million d'euros de chiffre d'affaires et on n'a plus de pertes. Et ça, c'est l'expert comptable qui a fait une situation qui dit on est quasi à l'équilibre. Et il y avait moins 100 000 euros en banque, et aujourd'hui, il y a plus 100 000 euros en banque. Donc, on a recréé 200 000 euros de trésorerie en 9 mois. Donc, ce que Thibaut dit qu'il va faire, il va le faire. Et voilà, donc c'est comme ça que le 13e banquier dit oui. Aujourd'hui, c'est toujours notre banque principale, c'est Banque Populaire Aquitaine. Merci à eux, bravo. Ils sont quand même plus risqueurs que les autres. Enfin, ils m'ont suivi sur ce projet où personne suivait. Et du coup, après, ils m'ont suivi sur toutes les prochaines opérations de croissance externe, sur les achats de ces bâtiments, etc. Et là, ça fait combien d'années, du coup ? Là, ça fait 8 ans. Je crois qu'on a fini notre 8e année. Et là, justement, en faisant la visite, tu m'évoquais une 50aine de collaborateurs. Tu as racheté, vous étiez 6. Ouais. Comment se passe cette évolution De 6 à 50 ? Ouais. Et à la fin, avec des bâtiments flambant neufs, magnifiques. Ouais. On a fait... en fait, on a fait 4 ans de croissance naturelle sur les marchés naturels de Katanga. Donc les marchés qu'on a développés, c'est habiller les salariés des entreprises. Donc on habille les salariés des petites entreprises, des startups, des plus grands groupes en vêtements de travail, en vêtements d'image. Ensuite, on a développé une deuxième brique qui est le côté accompagner des créateurs, donc des créateurs de marques qui vont vouloir créer une marque textile, et nous on va les aider sur le choix des produits, le choix des techniques de marquage. Et comme on a tout en interne et qu'ils voient quand ils viennent visiter, c'est un peu Walt Disney ce que je te disais, tu vois les machines, tu vois les humains qui font le travail, en fait c'est un outil de conversion de dingue. Je pense que quelqu'un qui vient visiter l'entreprise, il travaille avec nous. Enfin il faut pas, enfin tu vois, on est demain sympa, l'équipe est professionnelle, le boulot qui est fait il est bon, s'il y a un problème on le corrige. Donc ça, les créateurs, c'est devenu un super Eldorado en termes de marché. Et on s'est relancé, mais ça c'était un peu plus tard, c'était en 2020, on s'est relancé sur le marché étudiant. Donc de 2016 à 2019, on était développé sur entreprise, créateur de marque, et on est monté de 600 000 euros à 4,6 millions d'euros en 2020. Ok. Ouais. En naturel sur nos marchés. D'accord. Et à partir de 2021, on a eu une politique de croissance externe. J'avais racheté Katanga. Je me suis dit que je savais racheter une boîte. J'avais bien redressé Katanga. C'était devenu rentable dès la première année. Katanga, en fait... Justement, excuse-moi de te couper, mais avant de parler effectivement de cette phase où tu grandis par acquisition, tu disais tout à l'heure, je le referai peut-être pas. Pourquoi ? Parce que c'était vachement risqué. C'était vachement risqué. Moi, j'ai tout quitté pour venir acheter Katanga. C'est-à-dire que j'étais à Bordeaux, je suis venu à Toulouse. J'avais jamais mis les pieds à Toulouse. Ah, tu connaissais pas Toulouse ? Je connaissais pas Toulouse. J'avais passé des euros à Toulouse Business School. Et j'avais choisi d'aller à Rouen. Donc, j'ai vraiment quitté job, situation confortable. Je me suis mis au chômage pendant 2 ans pour reprendre Katanga. Donc, j'avais vraiment un gros challenge. Et aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression que les projets qu'on lance ou alors les croissances externes qu'on a pu faire par la suite sont des projets moins risqués que ce que j'ai pu faire il y a 8 ans, quoi.
Voilà, donc avec du recul, ouais, je sais pas si je le refais. Enfin, j'avais vraiment identifié un potentiel de dingue, j'avais une volonté de fou de développer mon propre projet, mais c'était un peu couillu. J'y connaissais rien, je suis pas ingénieur, je rachetais une boîte avec des machines, je sais pas me servir d'un tournevis, je suis naze en bricolage, les machines ça tombe en panne, il faut soulever le capot, ouvrir et regarder ce qu'il y a dedans, je sais toujours pas faire. Donc ouais, c'était vraiment hyper nouveau et hyper risqué. Ouais. Okay. Aujourd'hui, les boîtes qu'on a pu racheter, c'est des boîtes qui sont sur des marchés qu'on connaît par cœur. Soit elles sont concurrentes de business units qu'on a, soit c'était des clients. En fait, on a racheté soit des clients, soit des concurrents sur des business units qu'on avait. Donc des clients, en fait, ont sécurisé du chiffre d'affaires. C'était un gros client chez nous, et en fait, en le rachetant. Pour caricaturer, c'était un site internet qui vendait des t-shirts humoristiques en ligne. Okay. C'était nous qui produisions tout pour lui. Donc en fait, la production était chez nous. C'était en 2020. 2020, en plein Covid, le web cartonne. Les 3/4 des boîtes B2B s'effondrent, beaucoup de boîtes ferment. Nous, en fait, en B2C, en vendant des t-shirts humoristiques ou à message sur Internet, ça explose. On fait des x4 sur cette activité-là. On vend jusqu'à 15 000 t-shirts en une journée sur des plateformes comme Vente Privée, comme Showroom Privé. En fait, ça, c'est une très, très, très bonne année business. Et on a un de nos plus gros clients, qui est une marque qui s'appelle Shaman. Tout est produit chez nous. Et lui, il me dit, je veux arrêter en fait. Je veux arrêter cette activité-là, je veux passer à autre chose. Je cherche à vendre cette marque. C'est toi qui produis tout aujourd'hui. Tu es hyper identifié pour reprendre la boîte. Est-ce que ça t'intéresse de faire ça? Et donc ça a été la première croissance externe qu'on a fait. Et en fait, l'énorme risque était de ne pas le faire. Tu vois, c'était inversé par rapport à Katanga. Ah oui, d'accord. Là, si je ne le faisais pas, ce rachat, globalement, option 1, il fermait, je perdais le client. Option 2, il vendait un concurrent à un atelier de marquage, parce que tu vois, il faisait beaucoup, beaucoup de volume, donc il allait intéresser un autre atelier de marquage. Je perdais le client. Option 3, il se faisait racheter par une autre marque, tu vois, ou un groupe de prêt-à-porter qui avait un autre circuit de production, éventuellement à l'étranger. Je perdais le client. En fait, il n'y avait que des scénarios où je perdais le client, sauf si je rachetais. Donc c'est comme ça qu'on a racheté. Et là, tu vois, quand je te dis que c'est moins risqué, quand tu vas voir une banque, que tu as racheté une boîte qui était en ultra difficulté, que tu l'as redressée, que tu l'as fait passer de 600 000 à 4,6 millions, que ça gagne de l'argent tous les ans, qu'il y a une bonne trésor sur la boîte, en fait, j'ai eu un accord en un quart d'heure de financement. Ah oui, d'accord. Ah oui. J'ai pas pris 12 noms là. Voilà, donc ça c'est 2020, fin 2020, on rachète ce plus gros client pour sécuriser un bout de chiffre d'affaires. Parce qu'en plus le schéma est hyper bon. Tu vois, j'ai expliqué comme ça au banquier. Si je rachète pas, je perds. Je crois que dans mes 4,6 millions, c'était 700 ou 600 000 euros de chiffre d'affaires. Ah oui, d'accord. En costaud. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et ensuite, on a eu l'année suivante une nouvelle opportunité de racheter cette fois un concurrent. Nous, une de nos activités, c'est de vendre des t-shirts humoristiques, des t-shirts à message, des t-shirts sous licence sur Internet. Et on les vendait soit en direct sur nos sites à nous, soit sur des acteurs de la vente privée. On travaille avec VP, Showroom Privé, Brandalé, Bazar Chic, Bébé Boutique, en local à Toulouse, qu'on aime beaucoup. Et donc en fait, on était en 2021 deux acteurs à vendre du t-shirt sur ces sites-là. D'accord. Moi et du coup mon concurrent numéro 1 qui s'appelle Whoop avec 3 O. Et Whoop, contrairement à moi, ne maîtrisait pas la production. C'est-à-dire que sous-traiter toute sa production à un autre atelier concurrent de Katanga. Le cas classique au final. Ouais, le schéma classique d'une marque qui sous-traite sa prod. Et là, en fait, l'intérêt, l'opportunité qu'on y voit, c'est de se dire, on va prendre des parts de marché côté commerce. En fait, on va devenir plus gros sur le marché des ventes privées, on va avoir plus de volume de ventes et on va surtout remplir notre usine. Parce que, tu vois, on a beaucoup grossi, on s'est mis à avoir beaucoup plus de salariés, avoir beaucoup plus de machines, beaucoup plus de crédits sur les machines achetées. Et ça, c'est en 2022 qu'on rachète cette boîte.
Et en fait, on vient de valider l'achat de ce bâtiment dans lequel t'es. D'accord. C'est-à-dire qu'on a fait jusqu'en 2020 croissance naturelle. En 2020, on rachète Shaman. En 2021, on lance un projet de construire une usine. Là, on veut construire une usine de 3000 m², flambant neuve, qui est un peu l'anti-usine, dans laquelle il fait bon travailler, qui est ultra moderne, ultra connectée. C'est le cas. On est très bien ici. Merci. On a les accords de financement, tu vois, de nouveau, beaucoup plus simple que quand j'ai racheté Katanga. La banque, alors c'est pas Banque Populaire, c'est Banque Populaire Occitane. Enfin, c'est pas Aquitaine, c'est Occitane, parce qu'il y avait un sujet de lieu. Nous, avec BPI France, nous finance l'acquisition du bâtiment, tous les travaux. On vient de signer ça. Okay. Et en fait, il faut que je retourne les voir pour leur dire, j'ai aussi envie de racheter un concurrent. Tu vois, j'ai développé Katanga, j'ai racheté Shaman, viens de valider ce chantier qu'on n'a pas commencé. Et là, en fait, j'ai une nouvelle opportunité qui est de racheter un concurrent. Et là, qu'est-ce que je dis aux banques, mais qui est la stricte vérité, c'est vous êtes hyper sympa, vous avez hyper confiance en moi pour développer Katanga, pour être capable de remplir cette super usine de 3000 m² que j'ai pas encore construite. Je suis hyper touché, c'est sympa. Là, j'ai une nouvelle opportunité, c'est que il faut racheter cette boîte et je remplis tout de suite l'usine. C'est-à-dire qu'en fait, je dérisque l'investissement que je fais et je dérisque le crédit que vous vous donnez de me faire parce qu'en rachetant Whoop, qui est mon plus gros concurrent, aujourd'hui, c'est 350 000 t-shirts vendus par an. C'est quasiment autant que ce que nous, on vend sur nos activités. Okay. En fait, je remplis tout de suite l'usine et j'ai tout de suite le flux qui me permet de rembourser le crédit de l'usine. Voilà. Donc, les banques ont suivi. Ah bah... voilà, du coup, pourquoi on s'est intéressé à ça. Les planètes se sont pas mal alignées. Wow. Et en fait, Whoop, c'est pareil, on connaît par cœur. C'est-à-dire qu'on rachète, tu vois, beaucoup moins risqué que quand je rachète Katanga. Ils vendent aux mêmes clients que moi. Je sais à quel prix ils vendent au centime près. Ils achètent chez les mêmes fournisseurs que moi. Je sais, de par l'audit, que j'achète un tout petit peu mieux que lui sur certains produits. Donc, je vais faire des économies d'échelle. Et ils vendent du t-shirt imprimé et je suis imprimeur de t-shirt. Donc, tu vois, j'ai zéro risque quasiment, hormis il faut que la boîte, que le marché continue et ne s'écroule pas. Pourtant, il s'est écroulé. Pourtant, en 2022, en fait, on a effondrement du marché B2C. On a cette activité-là qui nous a tracté sur Katanga pendant 5-6 ans, qui fait entre moins 30 et moins 50% sur l'année 2022. C'est pas vrai. Post-Covid, en fait, ça a été très, très boosté par le Covid. Et là, il y a eu retour en magasin, inflation, crise de l'essence, morale au plus bas, crise de la consommation. Et le marché du B2C qui nous portait pas mal s'est écroulé. Oh là là. L'année où on venait de déménager dans cette usine, on est arrivé en janvier 2022. Ouais. On avait racheté Shaman 2 ans plus tôt, on avait racheté Whoop quelques mois plus tôt. Et on a le marché qui vrille complet. Voilà. Alors comment tu rebondis ? Heureusement, on n'avait jamais désinvesti le B2B. Tu vois, là je t'ai parlé pas mal de B2C, des acquises qu'on a fait en B2C. C'était le marché qui nous drivait, qui nous tractait en termes de croissance. Par contre, on était toujours présent sur habiller les salariés des entreprises. On avait lancé en 2020 le marché étudiant. On avait relancé, comme School Touch, on avait créé l'uniforme. Ça avait été très dur comme lancement, parce qu'en 2020, les étudiants n'étaient pas à l'école. On a failli abandonner ce projet 8 fois. 2020, je crois que l'uniforme fait 40 000 euros. 2021, ça commence à se lancer, ça fait 350 000 euros. Et 2022, l'année où mon web s'effondre, l'uniforme fait 700 et quelques mille euros. C'est-à-dire que c'est en ultra croissance. Le B2B est aussi en ultra croissance et donc en fait, en 2022, on se met à investir et à pivoter très très vite sur le B2B. C'est-à-dire qu'on réalloue des ressources sur la partie commerciale des entreprises, sur la partie commerciale des créateurs de marques. Heureusement que tu n'étais pas sur les talons, parce que...
Et on fait un pivot en termes de structure de chiffre d'affaires. Tu vois, jusqu'en 2021, je pense que le B2C, c'était 75-80% de notre chiffre d'affaires. En 2023, le B2B, c'est 70% de notre chiffre d'affaires. On a complètement inversé la tendance. Et donc on a investi au lieu d'attendre que les ventes chutent, enfin les ventes chutaient de toute façon sur le B2C. Et ça, d'avoir gardé ce business en toile de fond, finalement, c'était parce que tu avais une vision bien définie Non. Non, c'était... Non, j'avais... c'est encore des rencontres. En fait, j'avais Richard, qui était un des premiers salariés de Katanga. Il faisait partie des 6. Richard, il est toujours là, ça fait 15 ans qu'il est là, dans la boîte. Il est commercial sur la partie B2B entreprise. D'accord. Et en fait, quand je rachète la boîte, c'est le seul commercial. C'est-à-dire qu'il porte Katanga à bout de bras en termes de commerce. D'accord. Ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'un commercial, pour faire vivre l'usine, 6 personnes, ça ne suffisait pas. En tout cas, avec les marchés qu'il y avait. Et en fait, Richard, déjà, il m'a fait confiance quand j'ai repris la boîte pour la développer. Et tu vois, 8 ans plus tard, il est toujours là. Et son chiffre d'affaires a explosé. Donc, tu vois, déjà, il était là de base. On s'est super bien entendu. Il a développé des marchés. Et donc, je n'avais aucune raison d'arrêter ce marché qui marchait bien. Tu vois, c'était pas... d'accord. C'était pas... Ça, c'est, tu vois, le premier pilier de pourquoi on n'a pas arrêté. Ensuite... Tu aurais pu aller dans la facilité de dire on se met à bloc sur ce qui fonctionne pendant les années fastes et complètement perdre le reste. Ouais, donc on a gardé ça. Et ensuite, un an après que j'ai racheté la boîte, j'ai rencontré un client, créateur de marque, Morgan, qui crée une marque de textile, qui vient rencontrer Richard, du coup, son commercial chez Katanga, qui vient développer avec nous, en tout cas chez nous, sa marque de textile. Donc il vient prendre Katanga comme atelier de sous-traitance. On s'entend hyper bien avec ce client qui fait une très belle première collection, une très belle deuxième collection. Et moi qui avais toutes mes marques B2C, je lui propose, il était graphiste, il dessinait ses chouettes t-shirts de sa marque. Je lui dis, est-ce que tu veux pas faire un peu de freelance pour nous, m'aider sur la partie B2C, dessiner des collections. Donc on est resté vachement en contact puisqu'il dessinait pour nous. Et il bossait de plus en plus pour nous. Et au bout d'un moment, il vient me voir et il me dit, écoute, c'est chouette là, je suis content entre ma marque, ce que je fais pour vous, c'est intéressant, mais j'ai un autre projet. Tu vois, moi je suis créateur de marque. Je pense que vous avez un Eldorado de dingue sur les créateurs de marque, et pourtant vous savez pas les accueillir. C'est-à-dire que c'était pas sympa pour son pote Richard. Mais en fait, vous savez pas exactement ce qu'ils attendent comme réponse, comme niveau de conseil. Vous êtes pas bon sur l'accueil de cette typologie de clients-là. Et moi, je voudrais créer chez toi la business unit créateur de marque. Qu'est-ce que t'en dis, voilà, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent créer une marque de textile, comme tu as toutes les techniques en interne. Mais c'est ça, à la décharge de Richard quand même, c'est que sur ce business-là, faut connaître. Du conseil. C'est du conseil. C'est pas un besoin, tu y réponds, enfin c'est pas transactionnel. Et c'est même de la passion, parce que en fait, nous, aujourd'hui, on est devenu sur cette business unit un incubateur de marques. En fait, on accompagne des très jeunes créateurs qui, quand ils viennent nous voir, les 3/4 n'y connaissent rien en textile, et on leur apprend tout. C'est-à-dire, on leur apprend qu'est-ce que c'est un t-shirt, qu'est-ce que c'est telle coupe, qu'est-ce que c'est les différentes couleurs, pourquoi on met telle technique sur tel t-shirt, à combien il faut se positionner en termes de prix de vente, qu'est-ce que c'est les marges sur ce marché, comment tu peux te distribuer. On est devenu un véritable incubateur à créateurs de marques. Et ça marche hyper bien. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui peut-être 200, 300 créateurs de marques qui travaillent avec nous. Il y en a tous les ans qui disparaissent, qui arrêtent leur projet, mais tu en as tous les ans qui se créent. Et tu as quelques élus qui font une marque qui tient dans la durée, qui se développe. Et nous, on est capable de les accompagner du moment où elle démarre à un t-shirt tous les 3 jours à plusieurs milliers de pièces par jour. Et donc Morgan m'a pitché ce projet et j'ai dit feu. Donc en fait on s'est mis à avoir cette deuxième branche B2B créateur de marque, en plus du B2C, du B2B2C qui marchait très bien, donc la partie vente privée. Après il y a eu le projet en 2020, l'uniforme.
Là, c'est retour aux sources. Tu vois, j'ai les écoles. Ouais. C'est en fait 5 ans plus tard. C'est quand même ce fameux marché qu'il faut adresser à un moment correctement. Ouais. Alors, pour info, petite anecdote, quand j'ai pitché les fameuses 13 banques, enfin les 12 banques qui ont dit non et la banque qui a dit oui, ce que je disais que j'allais faire en termes de commercial, en termes de développement commercial pour redresser la boîte, c'était le marché étudiant. Je le maîtrise hyper bien. Ça fait 5 ans que je fais ça. Je vais remettre du marché étudiant dans Katanga. Ça va redresser la boîte en 2-2. J'ai pas fait de marché étudiant pendant 5 ans. C'est ça. En fait, je suis arrivé, j'étais rincé du marché. C'est un marché qui est fatigant. Tes clients changent tout le temps. Tu galères quand même pas mal. Ouais. Et j'ai découvert justement le marché du web, le marché des créateurs de marques, beaucoup plus, pour moi, plus intéressant. Donc, je me suis désintéressé de ce marché. Forcément, il y a de la profondeur. Les créateurs, j'imagine, qui veulent pérenniser. Enfin, c'est pas la même démarche. Non, c'est pas la même démarche. Ouais. Et 5 ans plus tard, on avait, tu vois, c'est 2020, on a la boîte qui va hyper bien, on a fait une énorme croissance, on cherche des leviers de croissance pour continuer, parce que moi je suis quelqu'un qui m'ennuie quand ça grandit pas. On sait que le web a surperformé, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un petit risque de retournement, donc on cherche des nouvelles business units, tu vois, quand même, on est dans cette approche-là. Okay. Et du coup, on relance le marché étudiant en se disant, en fait, 5 ans plus tard, il n'y a toujours pas d'acteurs majeurs. Il n'y a que des mecs comme on était avec School Touch à l'époque, qui sont des anciens étudiants ou des étudiants encore, qui lancent leur petite boîte. Toi, en fait. Moi, il y a 5 ans plus tôt. C'est ça, et en fait, ils n'y arrivent pas parce qu'ils pensent que le moyen de prendre le marché, c'est de péter les prix. C'est de vendre moins cher que les prestats actuels. Ah oui, sauf que pas vers la quali, en fait. Non, ils sont sur le prix. Ils ont l'impression qu'il y a beaucoup de marge sur les produits, que tu peux vendre moins cher. Voilà. Sauf que ça marche pas. Enfin, derrière, il faut produire, il faut trouver les ateliers. Donc, personne n'y est arrivé. Un peu comme toi, ils ne regardent pas la partie industrielle. Après, en fait. ils ne regardent pas la partie après. Et donc, on se dit, on va créer le premier acteur sur le marché étudiant avec une production internalisée. Et donc 2020, ça marche pas du tout, 40 000 euros. Alors que tu vois, j'étais monté à 2 millions d'euros sur School Touch quelques années avant, donc je prends un petit coup dans mon ego. Du coup, toi, t'es arrivé avec, on va y arriver, c'est sûr, quoi. Ouais, pour le coup, je me rappelle de quand je présente ça aux commerciaux de l'époque, en fait, ça va marcher, on va y arriver, je me sens hyper solide, c'est le marché que je maîtrise le mieux. Et là aussi, c'est une rencontre, en fait, dans notre clients, dans nos clients de Katanga, on a une agence qui s'appelle La Noche Voyage, qui est une agence toulousaine, qui est une agence de voyage qui organise des week-ends d'intégration étudiants, des séjours au ski étudiants, et à qui on pitch le projet de nous aider à nous lancer sur le marché étudiant. Et ils sont hyper chauds pour nous aider à le lancer, et tellement chauds qu'ils veulent qu'on crée une boîte à part de Katanga, coactionnaire entre eux et nous. Avec du coup une patronne qu'on identifie, du coup qui est toujours celle qui gère l'uniforme, qui va gérer cette boîte. Et voilà, donc on lance ça comme ça en mode projet boîte à part. Et il y a le Covid qui arrive. L'agence de voyage, autant te dire qu'il n'y a plus un voyage, il n'y a plus un week-end d'intégration, il n'y a plus un truc qui marche. Ce marché étudiant. C'est marrant parce que à chaque fois, tous les feux sont au vert. Et tu te prends un petit. Et tu te prends un bon mur. À chaque fois, tu as le mur qui arrive. C'est un peu comme... Donc, il y a le Covid, le projet décolle pas de trucs étudiants. On sait qu'il n'a pas du tout de potentiel à l'extérieur de Katanga parce qu'on se retrouve dans toutes les contraintes de ce qu'on avait avec School Touch. C'est-à-dire on ne maîtrise pas bien la production, on a du double travail entre la commerciale chez cette boîte, notre commercial à nous en interne. C'est pas bien, en fait, il faut l'intégrer. Il faut vraiment l'intégrer en tant que business unit. Voilà. Et du coup, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que 2020, on le rapatrie à l'intérieur de Katanga, ça devient une business unit, ça s'appelle l'Uniforme, il y a une marque dédiée, et on lui donne sa chance, notamment parce qu'on a tout le reste qui cartonne. Tu vois, donc on a vraiment un peu le temps de faire. Et 2021, on a les premiers résultats, ça commence à croître. 2022, ça commence à vraiment bien marcher. Et 2023, tu vois, dans ce pivot de 2022 où il faut qu'on accélère très fort sur le B2B, on a une nouvelle opportunité de croissance externe qui est de racheter le concurrent numéro 1 de l'Uniforme, qui s'appelle Bureau des Goodies, qui est situé à Paris.
qui est très gros, qui est largement numéro 1 sur le marché étudiant, qui est environ 2,5 fois plus gros que l'uniforme. Avec du coup une présence à Paris et qui ont un problème de capacité de production, un peu de taille, tu vois, ils sont un peu à leur plafond de verre et ils cherchent à s'adosser à un industriel. Et là, on se dit, c'est une nouvelle opportunité. On n'est pas capable d'aller chercher cette croissance en interne. C'est-à-dire que même si on dit à l'uniforme qui marche très bien, tiens, on te recrute 4 nouvelles personnes, en fait, on sait qu'il y a du temps de formation, que ça va être long, qu'il y a un problème de notoriété, il faut se faire connaître. Et là, en fait, on s'achète cette croissance très rapide dont on a besoin pour compenser la perte de ce qu'on avait sur le web. Voilà un peu où est-ce qu'on en est. C'est incroyable. Ouais, c'est marrant parce qu'on en rigolait, mais c'est vrai qu'à chaque fois, tous les feux sont au vert dans chaque partie de ton histoire, et puis à chaque fois, il y a ce mur qui arrive, on ne sait pas trop pourquoi et comment, mais à chaque fois, effectivement, en toile de fond, t'avais quand même posé certaines... Ouais, on retrouve notre route. Ouais, hop, vous contournez, vous passez à côté, au-dessus, enfin, peu importe, mais ça continue. Peut-être pour j'ai 2 questions peut-être pour terminer cet épisode. La première, c'est concernant Katanga. C'est quoi le futur pour Katanga ? Quels sont les projets ? Et la deuxième question, c'est est-ce que tu avais imaginé, lorsque tu étais encore lycéen, être là où tu te trouves aujourd'hui, c'est-à-dire patron de Katanga avec ce contexte-là. Voilà. Ok. Donc la première sur les projets de Katanga. Moi, comme je t'ai expliqué, faut que ça bouge. Faut qu'on fasse de la croissance tous les ans. Faut qu'on ait de nouveaux projets tous les ans. Donc là, en fait, on continue à développer chacune des business units qu'on a développées. Entreprise, étudiants, créateurs. Et on a un nouveau, donc à la fois soit en interne, soit en externe, parce que les étudiants, du coup, on a l'uniforme et on a Bureau des Goodies, qui est du coup une société sœur qu'on a rachetée. Donc voilà, les 3 marchés sont en bonne croissance. On en a encore largement sous la pédale pour aller chercher de la croissance. Et la grosse nouveauté, là, le nouveau projet, c'est qu'on est en train de créer un réseau d'agences. En fait, on est en train de mailler le territoire avec des agences commerciales qui vont s'appeler Agence Katanga et qui vont s'appuyer sur le côté industriel de Katanga et notre puissance d'achat. C'est-à-dire qu'on va leur mettre à disposition tout notre panel de fournisseurs, toutes nos conditions fournisseurs du fait qu'on a un groupe aujourd'hui qui fait 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc on passe des sacrés volumes. On leur met à disposition notre centrale d'achat, on leur met à disposition tout notre atelier de marquage et ils vont développer des agences locales parce que on est persuadé post-Covid que les entreprises ont besoin de voir physiquement des contacts, d'avoir des contacts, d'être visités par des commerciaux. Donc c'est une nouvelle activité. On a créé une première agence au Mans en septembre dernier. Ça, c'est en intégré, en franchisé ? C'est en équivalent franchise. D'accord. Là, pour l'instant, on n'en a qu'une, mais l'objectif, c'est d'aller créer entre 1 et 3 agences par an derrière, qui vont mailler le territoire et aller en fait développer du B2B, surtout côté entreprise, en s'appuyant sur la capacité de production et d'achat de Katanga. Donc ça, c'est le gros projet. Et on a lancé la première agence en septembre dernier. Là, sur 2024, c'est déjà devenu notre 3e plus gros client, cette agence. Sachant que notre premier client chez Katanga, c'est Bureau des Goodies, qui est une filiale à nous. Notre 2e client sur Katanga, c'est Whoop, qui est une filiale à nous. Et notre 3e plus gros client, en fait, du coup, c'est cette agence Katanga du Mans. Et l'objectif, du coup, de ce projet, c'est d'aller créer des gros clients de Katanga en permettant à des entrepreneurs de créer des agences de communication par l'objet, par le textile, de vêtements de travail sans partir de zéro. Tu vois, en fait, on leur donne tout de suite nos armes qui sont voilà notre panel fournisseur, voilà notre méthode de vente et on co-construit par rapport à leurs spécificités. Finalement,
quand tu sors d'école, tu aurais presque voulu avoir cette capacité derrière toi, ces armes, ces outils, pour pouvoir te développer pleinement, en tout cas. Ouais, en gros, l'idée, c'est qu'on a énormément investi dans notre usine, dans Katanga, et en fait, maintenant, on va donner ces armes à d'autres entrepreneurs qui ont envie de créer leur propre entreprise, donc elles sont indépendantes. C'est marrant parce que on part d'un marché il y a quelques années où tu le découvres, qui est complètement désorganisé. On est en train d'essayer de l'organiser. Exactement. J'ai plutôt l'impression que tu es en train de l'organiser plutôt comme toi, tu en as envie. Tu es vraiment en train de le façonner, en tout cas. Ouais, on a une... Katanga, c'est un peu une pieuvre. On a des business units spécialisés sur certains marchés. Là, maintenant, on est en train de créer des agences qui sont indépendantes. Quelque part, c'est comme si on externalisait de la force commerciale. Bien sûr, mais sans... c'est le modèle des franchises, mais sans en supporter tout le côté managérial. Tu vois, on crée vraiment des associations avec des entrepreneurs sur ça. Génial. Donc ça, c'est le gros projet 2024-2025 qui va, je pense, un peu nous animer. Je te souhaite plein de bonnes choses. Merci. Et donc sur le côté, ta deuxième question, c'était est-ce que je réimaginais être là ? Est-ce que en tout cas, après tout ce que tu viens de nous conter, est-ce qu'aujourd'hui tu penses avoir en tout cas trouver ta singularité et avoir réussi à la placer au bon endroit? J'ai plutôt l'impression que tu es bien dans tes pompes là où tu es, mais j'aimerais plutôt avoir ta version. Ouais, moi j'adore ce que je fais aujourd'hui. Enfin, je changerais pour rien au monde. Le côté made in France, réindustrialisation, le côté d'avoir dépoussiéré une entreprise qui était vouée à disparaître. Tu vois, Katanga, tout le monde écrivait son certificat de décès avant l'heure. Voilà, on était sur une boîte qui détruisait des emplois. Aujourd'hui, on a recréé 45 emplois nets sur tu vois, une industrie textile qui est pareil, qui a pas hyper bonne presse, où tu as l'impression que rien ne peut fonctionner dans le textile en France. Donc ça, j'adore. En fait, prouver que les avis ont tort, qu'on peut réussir sur cette industrie qui était vouée à l'échec. J'ai une phase où je me sentais un peu débordé sur Katanga, notamment parce que, tu vois, passer de 6 à 50, tu as intérêt à structurer quand même. Et là où j'ai réussi à vraiment retrouver ma place, c'est quand j'ai recruté un directeur de prod aujourd'hui qui me gère toute l'équipe de prod, c'est plus de la moitié des effectifs, et qui était devenu trop compliqué pour moi. Tu vois, je l'ai dit au début, mais je suis pas ingénieur, je me suis passionné pour l'industrie, pour le côté process, etc. Mais c'est pas du tout ni ma formation initiale et je me sentais en limite de compétences. Et j'ai recruté quelqu'un de bien meilleur que moi en management, en gestion de ce côté industriel, pour moi, pouvoir me reconcentrer sur la partie développement de nouveaux projets, développement de nouveaux business units, penser les marchés de demain de Katanga. Et ça, j'adore. Ça, porter vers l'avant, on sent que c'est porter vers l'avant. Voilà, moi, je passe ma vie à essayer de réfléchir à quels sont les 5-6 prochains marchés qu'on pourrait développer, étudier, tu vois, sur nos clients, quels sont les clients qui font une très grosse croissance, comprendre qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui ressemblent à ces clients, voilà. Et ensuite recruter soit d'autres profils commerciaux, soit maintenant d'autres profils entrepreneurs sur le côté création d'agence. Donc c'est ça que j'adore. Et là, j'ai eu, tu vois, en 2022, j'ai eu le truc chaud où on déménage, je me retrouve avec trop de salariés à gérer, à essayer de gérer en direct. J'ai un marché qui s'effondre, tu vois, j'ai un petit waouh, qu'est-ce que j'ai fait Est-ce que j'ai pas vu trop gros avec cette usine? Est-ce que j'ai pas vu trop gros avec ces achats? Est-ce que j'ai pas vu trop gros avec cette équipe? Et en fait, on a de un structuré la boîte et de deux, je me suis reconcentré sur c'est pas grave, il y a un marché qui s'effondre, on en a 8 autres, il y a un énorme potentiel sur plein de marchés de niche, donc ouais, non, je m'éclate. Génial. Ça sera, je pense, très beau mot de la fin. Je m'éclate. Je pense que c'est vrai que en t'écoutant, on te sent habité, ça c'est clair, hein. On te sent animé, on te sent avec en tout cas une assez extraordinaire t'as une aisance relationnelle assez forte. En tout cas, t'as une capacité à gérer l'autre
et t'en as fait une force. Tu l'as dit souvent, bien souvent, t'avais pas les compétences, mais t'as su faire confiance, t'as su aussi t'accorder avec l'autre dans un projet commun. Je pense que effectivement, ça t'incarne quand même la bonne définition du leader. Tu sais pas tout faire, mais en tout cas, tu embarques les gens vers quelque chose vers une vision que tu as et quelque chose et l'énergie par contre que tu dégages, je trouve que et c'est assez communicatif, je pense que c'est ça, tes derniers mots me font penser à ça. Tu te bats pour quelque chose de plus grand. À chaque fois, effectivement, quand j'écoute attentivement ton champ sémantique de pourquoi tu fais les choses, c'est à chaque fois, j'ai voulu sauver une boîte, j'ai voulu sauver les gens, je veux sécuriser les gens en diversifiant mes activités. Ouais, on a beaucoup diversifié. Il y a une espèce de vouloir prendre soin de l'autre, qui, je pense, se retrouve et qui provoque très certainement ces belles rencontres. Tu les emmènes finalement par ton approche humaine, ton approche de l'autre, qui fait qu'effectivement on se sent tout de suite à l'aise et tu mets les gens comme dans un petit cocon et puis voilà, ok, moi je sais faire ça, moi je sais pas faire ça, mais en tout cas, regarde, la direction c'est là, on va y aller. On peut y arriver ensemble. Ouais, et c'est vrai que t'aimais aucun doute. Enfin, depuis tout à l'heure, je te regarde comme ça, souvent, tu sais, quand les personnes, en plus ça fait 15 ans que je fais du recrutement, donc je suis quand même habitué à regarder les gens quand ils parlent de leur expérience, donc tu as souvent des variations, tu vois, de voix, de ton de voix, et physiquement, ça se voit, tu vois, quand ils parlent de choses un peu graves, on se recroqueville, ça anime, quand, voilà. Toi, t'es imperturbable. Tu n'as pas... je regarde à l'écran, à la caméra, tu n'as pas bougé d'un iota. T'es d'une solidité. Non, mais tu rassures. Enfin, clairement. Tu expliques, tu prends un mur. Il se passe rien. Toi, t'es insubmersible. C'est vrai quoi. En 8 ans, on a vécu du coup plein d'aventures différentes. Et mine de rien, ça forge. Ouais, non, c'est... Et tu vois, on est parti de très bas sur Katanga, on l'a amené à une certaine taille, donc c'est aussi un peu rassurant sur la capacité, rien n'est jamais perdu, quoi. Ah ouais, t'as une espèce de foi en toi qui est presque inébranlable, quoi. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti pendant, je sais pas combien de temps on a parlé, mais pendant 1h30. Ouais. Et c'est vrai que du coup, bon, on se dit, il y a des galères, mais c'est pas très grave. Thibaut, il y croit, donc on va y croire. Hein. Et puis on y va. Voilà, donc c'est assez génial. Merci Thibaut merci à toi. Cet échange. Merci en tout cas de nous avoir suivis dans ce nouvel épisode d'Hors Normes. Je vous dis à très très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Hors Normes avec moi. J'espère qu'il vous aidera à oser vous écouter, à faire des choix audacieux et à prendre un chemin hors des normes. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager à vos proches, mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous souhaitez également me suggérer des invités ou tout simplement me faire part de vos retours, vous pouvez me contacter via mon compte LinkedIn. Je suis Jess Bichet et je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode d'Hors Normes.